Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti! L'équipage de la mission Soyouz MS-18 s'est posé dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 octobre dans les steppes du Kazakhstan, après avoir quitté l'ISS quelques heures auparavant. Le commandant de la mission, Oleg Novitsky, aura séjourné 191 jours dans l'ISS pour sa 3e mission, soit 530 jours depuis sa première mission spatiale qu'il a effectuée entre 2012 et 2013. Le même jour, on apprenait que le prototype du Starship, le Mk2, était en cours de démantèlement à Cocoa Beach. Après son lancement quelques jours plus tôt, la sonde Lucy était stable et en sécurité. Ses 2 panneaux solaires se sont correctement déployés. Cependant, l'un d'eux ne s'est pas verrouillé correctement. Cela ne devrait pas poser trop de problèmes à l'avenir. La NASA travaille actuellement sur les prochaines étapes de sa mission. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, on apprenait que le satellite Shiyan 10, placé en orbite par une longue marche 3B le 27 septembre dernier, avait été déclaré officiellement comme perdu le lendemain à cause d'une panne. Il aurait depuis augmenté son orbite, ce qui voudrait dire que les équipes de Shiyan Weixing auraient repris le contrôle du satellite. Le lundi 18 octobre, le CNES a signé un contrat avec la très jeune société Hybrid Propulsion for Space, les finançant au moins à hauteur de 50 000 € pour le développement du moteur à tuyère Aerospikes hybride, c'est-à-dire fonctionnant avec du propergol solide PBHT et du LOX. Toujours le même jour, au centre spatial guyanais, le premier essai d'ouverture des bras cryogéniques, ou pas de tir Ariane 6, ELA4, a été réalisé avec succès. Enfin, nous apprenions que le rapport du Sénat américain sur le budget de la NASA pour 2022 augmente ses fonds dans le cadre du programme HLS, en demandant à l'agence spatiale d'avoir au moins 2 atterrisseurs lunaires. Ce même rapport prévoit aussi un budget de 110 millions de dollars pour développer le système de propulsion spatiale nucléaire à l'uranium faiblement enrichi, et encourage la NASA à continuer l'étude d'une version cargo du SLS. De plus, ce document nous donne de plus amples informations relatives au budget de la NASA pour l'année prochaine. Ce dernier sera supérieur à 150 millions de dollars par rapport à celui de 2021. Pour finir, on a appris que le contrat entre Space Adventures et SpaceX a expiré. Ils ne voleront donc pas sur Crew Dragon dans un futur proche. En attendant, l'entreprise a toujours un partenariat avec la Russie et ses vaisseaux Soyouz. Ils géreront notamment le lancement de Soyouz MS-20 qui transportera Yusako Maezawa et Yuzo Hirano le 8 décembre prochain vers l'ISS. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, la société Rocket Lab a conduit un test de récupération de son premier étage Electron. Ces derniers ont annoncé plus tard que le premier étage de la prochaine mission de l'entreprise serait récupéré dans l'eau. On pourrait même voir une récupération par hélicoptère durant la mission prévue à la fin du mois de novembre. Le mardi 19 octobre, à l'aube, le Starship S-20 rugissait pour la première fois. Ici, les équipes de SpaceX ont effectué un test de préallumage d'un moteur Raptor optimisé pour le vide. Dans le même temps, le dernier réservoir GSE-2 de la ferme Ergol du pad orbital A a été recouvert par un cryoshell. Le soir même, la start-up française Venture Orbital System a fait une annonce capitale où elle a révélé durant celle-ci son plan pour l'avenir. L'entreprise a communiqué sur l'achat de nouveaux locaux à Reims, 2 fois plus grands que les précédents, mais pouvant accueillir la fabrication de son lanceur, Zephyr. C'est la première usine à micro-lanceur en France. Une nouvelle usine devrait être ouverte en 2024. Soit la même année que le premier lancement si tout va bien pour pouvoir fabriquer une douzaine de Zephyr par an. En 2022 aura lieu le premier allumage du moteur Navier qui propulsera le lanceur sans motopompe. En 2023, un second test aura lieu, cette fois-ci avec les motopompes qui injectent le carburant. A noter que la société a déjà un prototype de réservoir à kérosène RP1 conçu en fibre de carbone. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la capsule Orion avec sa coiffe et sa tour de sauvetage ont été correctement installées au sommet du SLS. Ainsi, elle devient la 3e fusée la plus puissante jamais construite derrière le Starship, la N1, mais elle se positionne devant la Saturne V.
Dans la même nuit, à Starbase, Mechazilla, c'est-à-dire le bras de récupération du ship et Super Heavy, a été levé et installé sur la tour du pad orbital A grâce à la grue LR 11350 ou Kong. Encore dans la nuit, le cargo Progress MS-17 s'est désamarré de Poisk. Il s'est amarré sur le port Nadir de Noka le vendredi 22 octobre au matin. Cette manœuvre a permis de préparer l'arrivée d'une d'amarrage Pritchal sur l'ISS prévue au mois de novembre. Jeudi, on apprenait que la NASA a prévu d'attribuer un ou plusieurs nouveaux contrats pour le Commercial Crew Program. Les nouvelles entreprises sélectionnées voleront vers l'ISS en 2027. Pour le moment, seule la Crew Dragon de SpaceX et le Starliner de Boeing sont déjà habilités dans le cadre de ce programme. Le même matin partait une fusée Kari depuis le pad LC-1 du centre spatial de Naro en Corée du Sud. Après un lancement nominal, la charge fictive d'un poids d'1,5 tonne a malheureusement été placée sur une orbite défaillante. Jeudi soir, Nanorax, Voyager Space et Lockheed Martin s'alliaient afin de proposer un projet de station spatiale privée en orbite basse. C'est la troisième proposition du type envoyée à la NASA dans le cadre du programme Commercial Low Earth Orbit Destination, après celle d'Axiom Space et Sierra Space. D'autres entreprises ont également manifesté leur intérêt, comme Blue Origin, SpaceX et Virgin Galactic. Le lancement devrait se faire en 2027. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Boca Chica, le Starship S-20 a conduit 3 tentatives de test d'allumage statique de ses moteurs. En premier lieu, c'est le moteur Raptor Vacuum, optimisé pour le vol dans le vide spatial, qui a été soumis à ce test. Ensuite, le Raptor atmosphérique a subi un test 1 heure plus tard. C'est suivi une troisième tentative qui s'est vue avorter. Le 22 octobre, après l'assemblage final du lanceur SLS, la NASA tenait une conférence de presse dans laquelle elle annonçait que le lanceur serait transporté en décembre vers son pas de tir, puis une répétition générale du lancement en janvier 2022, et enfin le décollage de la mission inhabitée Artemis 1 vers la Lune à partir du 12 février 2022. Le même jour, les équipes de SpaceX ont débuté l'installation de protection thermique au niveau des moteurs du Super Heavy B4. Puis plus tard, dans la soirée, les moteurs Raptor atmosphériques ont été installés au niveau du Starship S-20. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre, une fusée Ariane 5 d'Arianespace propulsait 2 satellites en orbite de transfert géostationnaire, SES-17 et Syracuse 4A. Cette nuit-là, 2 records ont été battus. Premièrement, une Ariane 5 n'a jamais été aussi grande puisqu'elle a culminé dans cette version CA à plus de 56 mètres de haut. De plus, le fleuron français a envoyé la plus grande charge utile en orbite de transfert géostationnaire de son histoire, soit plus de 10 tonnes. Toujours dans la même nuit, une Longue March 3B a mis en orbite de transfert géostationnaire un satellite classifié, Xinyan 21, dédié à tester une technologie de réduction des débris orbitaux. C'est le 40e vol orbital chinois de l'année, un record. Dimanche soir, Ingenuity a effectué son 14e vol sur Mars. Ce vol a été conduit avec une nouvelle vitesse de rotation des pales. Lundi 25 octobre, depuis le Congrès international d'astronautique à Dubaï, l'agence russe Roscosmos a annoncé que SpaceX a acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir faire voler des cosmonautes sur Crew Dragon. Roscosmos va donc engager des discussions dans le futur pour assigner des dates où les cosmonautes russes pourront voler sur Crew Dragon. Le même jour, Firefly Aerospace a effectué avec la NASA la revue de l'atterrisseur Blue Ghost du programme Artemis. Son lancement est prévu en septembre 2023 via une Falcon 9 de SpaceX. Toujours ce lundi, Blue Origin annonçait qu'elle avait pour ambition de construire une station orbitale de la taille de l'ISS, soit plus de 800 mètres cubes, en collaboration avec Sierra Space, Boeing, Genesis Engineering et Redwire Space. La station se nommera Orbital Reef et devrait être lancée en 2025. Cette dernière sera conçue de façon à accueillir des touristes et astronautes et affichera une capacité de 10 personnes à son bord. Si le projet voit le jour, Blue Origin fournira les modules principaux lancés via sa New Glenn. Sierra Space fabriquera quant à elle le module gonflable Life et ravitaillera la station avec sa navette Dream Chaser. Enfin, Boeing construira le module scientifique et s'occupera des opérations de la station et sera chargé avec le CST-100 Starliner d'envoyer des astronautes vers cette dernière.
Le mardi 26 octobre, on apprenait que Hubble a été mis en mode sans échec. Cette intervention s'explique du fait que le télescope a rencontré des problèmes de synchronisation au niveau des communications internes. Les observations ont été arrêtées le temps de solutionner le problème. Le motif d'espoir ici, c'est que l'état des instruments n'a pas été impacté. Ce n'est pas la première avarie du genre qui frappe cet outil mythique. La dernière panne de ce type avait eu lieu plus tôt dans l'année et avait mis Hubble à l'arrêt durant un mois. Ce mercredi, la NASA a annoncé qu'elle devrait faire voler le SLS au minimum jusqu'en 2050, avec un vol cargo par an en plus des missions habitées. Nous verrons si cet objectif est réalisable et viable face à l'essor des nouveaux lanceurs bon marché. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la grue Kong ou Frankencrane s'est couchée en vue de son désassemblage prochain. Cette dernière partira ensuite pour un autre chantier dans l'état du Texas. Tandis qu'à 2h, heure de Paris, une fusée Soyouz 2-1A a lancé depuis le site 31-6 du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan le vaisseau cargo Progress MS-18 à destination de l'ISS. Jeudi matin, à Starbase, les vérins des bras de Mekazila se sont déplacés. C'est le premier test grandeur nature pour cette prouesse d'ingénierie qui doit, rappelons-le, récupérer les boosters et les chips et procéder aux opérations d'empilement des vaisseaux. Puis, dans la nuit, les deux Raptor Vacuum manquants au Starship S-20 ont été installés en dessous du prototype. Le vaisseau possède donc tous ses Raptors. Le réservoir d'essai B2.1 a quant à lui été transféré vers un simulateur de poussée. Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 octobre, à 3h31 heure de Paris, le vaisseau cargo Progress MS-18 s'est amarré à l'ISS. Le samedi 30 octobre au matin, la NASA et SpaceX ont reporté le lancement de la mission Crew 3 au 4 novembre à 6h21 heure de Paris. Ce dernier sera à suivre en direct sur notre chaîne YouTube. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.